La politique de taux bas, de taux négatifs de la Banque Centrale Européenne inquiète de plus en plus les banques de la zone euro. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. La question qu'on se pose, elle est juste en dessous. Est-ce que la BCE, elle est provocatrice et délibérée? Est-ce qu'elle n'est pas un peu en train d'euthanasier nos banques? Pourquoi? Parce que la BCE taxe ce qu'on appelle les dépôts des banques qui laissent dormir l'argent qu'elles ont en trop, on va essayer de faire simple, l'argent qu'elles ont en trop, dans les coffres de la BCE. Elles sont taxées à hauteur de 0,4%. Résultat, il y a une facture qui est calculée par Standard & Poor's notamment, qui dit que pour les banques européennes, c'est 7 milliards d'euros. Un gros morceau pour les banques allemandes et les banques françaises. On se dit quoi? On se dit, bien fait pour les banques européennes, bien fait pour elles. Elles n'ont qu'à prêter plus à l'économie. Si elles prêtaient plus, elles ne laisseraient pas l'argent dormir dans les coffres de la BCE. Absolument. Et donc, tant pis pour elles, si elles finançaient plus les ménages et les entreprises, où on se dit que la BCE, quand même, au travers du discours, enfin de l'intervention de Christine Lagarde récemment, donne le sentiment d'ouvrir les yeux et de réaliser qu'elle est quand même un petit peu en train de fragiliser aussi ces banques. Alors déjà, on a un exemple historique qui s'appelle le Japon, quand même, qui sur bien des aspects ressemble un peu à la situation qu'on vit actuelle. Le Japon des années 90 a été frappé par à peu près la même chose, et la fragilisation de son système financier, les banques, mais aussi les assurances. Et on va vivre la même chose. Alors il y a plusieurs paramètres dans ce que vous évoquez jusque-là. Il y a finalement la Banque Centrale Européenne et globalement l'environnement autour des banques, qui maintenant a démarré depuis quelques années et qui remet fondamentalement en question tout le modèle économique des banques. Parce que quand on parle des taux de dépôt, je dirais presque, oui, c'est un problème, c'est une facture qu'il faut assumer, mais la réalité de la fragilité du monde bancaire aujourd'hui, elle vient bien plus du fait que les taux longs ont chuté. C'est-à-dire que la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, à travers tous les dispositifs qu'elle met en place, a fait chuter les taux longs. Les taux longs, c'est-à-dire les taux qui vont être la référence, par exemple, pour les ménages, pour le crédit immobilier, lorsqu'on achète son bien immobilier. Eh bien, à travers la politique monétaire qui est mise en place, les taux longs souverains des États ont baissé, et donc, en réponse et en conséquence, les taux de crédit immobilier aussi, mais à un niveau qui n'avait jamais été atteint, pour devenir même négatif. Et la réalité, c'est qu'il faut comprendre que lorsqu'une banque vous prête un crédit immobilier, elle vous le prête sur 15 ans, sur 17 ans, sur 18 ans, sur 20 ans. Mais elle ne se finance pas sur la même chose. C'est-à-dire que vous allez vous engager à rembourser, en fait, donc à rembourser pendant 15 à 20 ans. Mais elle gagne de l'argent de deux manières. Déjà, elle vous fait payer un peu plus que l'argent qu'elle a été chercher à la banque. Et en plus, elle va faire ce qu'on appelle de la transformation. C'est-à-dire que quand elle vous prête à 15 ans, elle va se financer à 3 mois, à 6 mois, à 1 an. Et donc, elle gagne 2 fois de l'argent à travers le petit bonus, la petite prime qu'elle touche sur le crédit et sur la capacité, en fait, à financer à court terme pour vous prêter à long terme. Exactement. Et c'est ça qui a disparu maintenant depuis quelques années et la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne l'exacerbe. Et ça, c'est un drame. Parce qu'en réalité, il y a 3 piliers de rémunération. Chez les banques, il y a la banque d'investissement d'une certaine manière, la distribution de crédit qui correspond au volume de crédit distribué dans l'économie et qui se porte correctement. Plus 7% sur un an où tout va bien. Exactement. Donc, et sauf que le dernier point, c'est le dernier pilier qui est celui qu'on évoquait, c'est celui de la transformation. Et toutes les banques ont été conçues de la même manière. On parle de dépôt là, le fait que les liquidités c'est quelque chose. 0,4%. Si, c'est quelque chose en plus, mais bon. Est-ce que pour autant, en fait, non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette fragilisation et les taux de dépôt, c'est encore un pavé dans la mare. En plus, elle vient simplement s'ajouter à la perte d'un des piliers de rémunération des banques depuis toujours. Donc, c'est un poison lent et durable. Bien sûr, lent et durable. C'est négatif, cette politique monétaire ultra accommodante, ultra agressive, c'est un poison pour nos banques parce que ça détruit au fur et à mesure 2 des 3 piliers de revenus. Ça détruit 2 des 3 piliers des revenus et donc la conséquence de cela, c'est imaginer là où la Banque Centrale Européenne doit être lucide. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Et elles pourront baisser les taux autant qu'elles veulent. La banque ne prêtera pas si en fait les agents privés que sont les ménages et les entreprises ne veulent pas prêter. Oui, pour l'immobilier, c'est un sujet bien spécifique. Et surtout, les crédits immobiliers, ils sont d'autant plus importants qu'en plus, à chaque fois que vous avez des taux qui n'ont jamais été aussi bas, il y a ce qu'on appelle un effet d'aubaine où les gens en fait reviennent et viennent en profiter en pensant que les taux vont remonter derrière. Mais une fois que c'est fait, en fait, vous allez avoir en fait une baisse relative en fait du volume de crédit qui seront distribués. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre que vous pouvez faire ce que vous voulez quand les gens ne veulent pas prendre de risques, notamment les entreprises ou les ménages pour des vrais projets d'investissement autres que pour l'immobilier, eh bien vous ne pourrez pas les forcer. Donc c'était une erreur de dire je vais taxer les réserves des banques qui dorment dans les coffres de la BCE pour qu'elles puissent plus financer l'économie réelle, les ménages et les entreprises. Et ça marchera pas. Ça n'a pas marché parce que derrière il n'y avait pas une demande hors immobilier.
Il n'y a pas de demande hors immobilier. Et en plus, et la demande D'où le LAN, de on crédit. peut pas boire l'âne qui n'a pas soif. Absolument. Et après, ça revient à des questions qu'on a déjà évoquées ensemble. Et il n'y en aura pas demain non plus, en fait, d'appétit délirant en fait pour lever de la dette tout simplement parce que dans un monde dans lequel les taux de croissance sont faibles, eh bien ça traduit simplement que les retours sur investissement des investissements que vous faites aujourd'hui seront probablement pas extraordinaires, ce qui fait que le nombre de projets à financer est naturellement en train de baisser. Donc ce qu'il faut bien comprendre pourquoi c'est une erreur, ces taux de dépôt négatifs, c'est parce que, un, ça ne marchera pas, et deux, en plus, vous rajoutez une difficulté à un secteur d'activité qui intrinsèquement vit des heures douloureuses. La seule solution… Transformation digitale, redimensionnement des réseaux bancaires. Perte d'un des piliers naturels effectivement de rémunération historique, plus de compétition. Je ne dis pas que que les banques ne l'ont pas cherché, mais en tout cas, c'est un secteur d'activité qui doit profondément se réformer et qui n'y arrivera pas autrement qu'en réinventant son modèle économique. C'est-à-dire qu'elle pourra faire les banques pourront faire ce qu'elles veulent. Ce changement fondamental le faire évoluer parce qu'il y a un environnement de taux bas qui est là pour durer. De taux bas qui est là pour durer, qui élimine en fait la transformation, le mécanisme que j'évoquais tout à l'heure, en plus duquel il faut rajouter les taux de dépôt négatifs qui rémunèrent moins en fait les fonds propres des banques. Donc c'est-à-dire que tant que la BCE ne normalisera pas, malgré tout, encore une fois, sa politique monétaire, et on n'a pas le sentiment que ça va arriver tout de suite, les banques vont continuer à souffrir boursièrement, mais pas seulement, parce que le boursièrement n'est que le reflet des marges qui sont érodées. Absolument. Et donc, et attention, parce que vous savez, surtout en Europe, plus qu'aux États-Unis, l'Europe est très intermédiaire. C'est-à-dire qu'en fait, nous, quand on se finance toujours auprès de la banque, pas auprès des marchés financiers. Alors qu'aux États-Unis, c'est kiff-kiff, on va dire. Il y a autant d'obligations. On parle des entreprises. Là, on parle des entreprises, bien sûr. Mais il faut avoir en tête que le système bancaire est beaucoup plus important en Europe que pour l'économie américaine. Donc ça veut dire que c'est là où il faut faire gaffe quand même. C'est-à-dire qu'on est déjà sur un secteur dont on a besoin, qui est en difficulté, qui doit se réformer. Se réformer, ça veut dire en fait baisser ses dépenses. Parce que quand vos revenus en fait sont moins importants, il va falloir baisser ses dépenses. Ça veut dire qu'il va falloir des réformes et des transformations extrêmement lourdes en fait des banques. Demain, on en rajoute encore une couche. Il ne faudrait pas que, à force de taper dessus, une banque finisse par craquer, c'est-à-dire à être en vraie difficulté. Et là, attention, parce qu'on prend toujours le risque, lorsque l'intermédiaire qui est celui qui sait transférer la politique monétaire jusqu'à l'économie réelle via le crédit est en difficulté, on prend toujours le risque de laisser partir le bébé avec l'eau du bain. Donc la BCE va devoir, notamment sous l'ère qui s'ouvre, Christine Lagarde, qui semble, encore une fois, quand on écoute conscient des enjeux, quand tu as dit qu'il faudra évaluer le rapport coût-bénéfice de la politique monétaire de la BCE, aider les banques qui sont fragilisées par, encore une fois, cette incapacité à transformer la courbe, ces taux de dépôt négatifs. Qu'est-ce que peut faire, encore une fois, quelles sont les mesures compensatrices qu'on peut imaginer? On prend le cas de la Suisse souvent en exemple, la Suisse qui taxe les taux de dépôt à hauteur de 0,75%. Mais il y a des paliers, en fait, la taxation des dépôts des banques se fait par palier. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour soulager les banques? C'est compliqué. Déjà, probablement pas laisser en fait des taux de dépôt aussi négatifs. Elle devrait faire pire demain. Demain, on passera de 0,40 à 0,50. Oui, d'accord, mais on a le droit aussi de dire que ce n'est pas une bonne idée. C'est-à-dire que vous pouvez continuer de creuser, et quand il n'y a pas, il n'y a pas. Vous ne trouverez rien. Donc, déjà, il faut revenir sur… Mais pourquoi elle s'entête, la BCE, pardon, si ça semble si évident? Si ça ne marche pas, le taux de dépôt à 40 points de base négatif, pourquoi y aller à 50, 60? Déjà, si ça semble si évident, tous les constats ne sont pas partagés par tous. Je rappelle que le mandat premier de la BCE, pourquoi elle met le paquet? Parce que normalement, son mandat premier, c'est une inflation à 2%. Là, je dirais, c'est l'axiome de base en mathématiques qu'il faut réinterroger. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde et avec les forces structurelles dans lesquelles on vit, il faut toujours garder les 2% de taux d'inflation? En tout cas, chez PrimeView, en fait, on est sûr qu'il faut l'abandonner, cet objectif de 2%. Pour avoir un objectif de croissance? Parce que pour avoir en fait un objectif réaliste, quand les taux de croissance potentiels décroissent 1%, entre 1 et 1,5, ça serait déjà bien. Parce que quand les taux de croissance potentiels… un jour, avec de chocs inflationnistes, alors là, vous créez une politique monétaire ultra dure. Restrictive. Et restrictive. Vous y croyez? Ça fait combien de temps qu'on en parle? Le Japon, depuis 25 ans, le taux d'inflation moyen, entre 0 et 1, plus proche de 0 d'ailleurs. Partout, l'inflation a disparu, tout simplement parce que l'inflation, ce n'est pas quelque chose qu'on décide, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. L'inflation, c'est le temps nécessaire dans une économie, entre le temps nécessaire pour l'outil de production de servir une demande qui augmente. Une demande, c'est vous et moi, c'est qui consomme au plus. La réalité, c'est que pour des raisons structurelles, la demande globale dans les pays riches a tendance maintenant à plus beaucoup augmenter, à un peu augmenter, voire stagner. Du fait du vieillissement et aussi de la révolution technologique. Ce qui fait qu'en fait, l'outil de production, il est proportionné pour la demande actuelle, il le sera pendant encore longtemps. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'y aura pas d'inflation, parce qu'il
n'y a pas de tension entre l'offre et la demande. Tant que la demande donc les n'augmentera banques pas sont beaucoup, mal pour les années à venir. donc les banques sont extrêmement mal. Que peut faire donc la BCE, et on finit là-dessus, pour, encore une fois, compenser, aider des banques qui sont fragilisées dans leur rentabilité par la politique que mène la BCE? Alors bon, déjà, elle le fait un peu, mais de la progressivité, de la dégressivité, c'est-à-dire pas mettre tout le monde dans le même panier, identifier les bons élèves des moins bons et des plus fragiles, et pour les plus fragiles, peut-être faire des mesures qui seront des mesures bien spécifiques pour ne pas les mettre en difficulté, parce qu'encore une fois, on prend le risque. C'est pas un acteur normal. Ou sortir sa politique monétaire accommodante, et probablement, là, ça crée d'autres problèmes. Oui, mais enfin, quand on dit sortir, c'est moins 0,5 à 0, c'est pas pareil. D'ailleurs, c'est pas la même chose tout de même. Hein. Donc, après encore une fois, la facture des taux de dépôt, ça n'ampute que 5% chiffre Standard & Poor's, que 5% des bénéfices des banques de la zone euro. Oui. C'est pas non plus la mer à boire. Hein. Mais c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, c'est la petite goutte d'eau. Ouais. Mais en fait, le gros morceau, c'est la perte de la transformation, c'est-à-dire qu'en fait, le fait que les taux maintenant, les taux courts soient égaux aux taux longs, ça c'est comme si vous aviez, je sais pas moi, 3 boulots dans le mois et que vous en perdiez un. Et ben, vous avez un tiers de vos revenus qui disparaissent. C'est ça le vrai sujet. Et si on vous rajoute encore un petit truc, petit truc par petit truc avec ce gros morceau à côté, ça peut donc elle est un peu en train dériver. d'euthanasier, les banques européennes. Alors que ce n'est pas du tout son objectif, bien au contraire. Elle a besoin. Oui, non, après, le pouvoir de transmission de la politique monétaire se fait par les banques commerciales. Elle a besoin bien de sûr, banques bien sûr, de crédit. Mais pour autant, là pour le coup, Mario Draghi a fait preuve de grand pragmatisme depuis 7-8 ans. Tout de même, et ça il faut lui rendre hommage parce qu'il avait hérité de quelque chose qui était un peu, voilà, qui fonctionnait, qui n'était pas très réactif, on va dire. Et je pense que Christine Lagarde, surtout vu son expérience au FMI et les propos qu'elle a tenus, lorsqu'elle était à la tête du FMI, font qu'elle va rester dans cette ligne très pragmatique. J'imagine pas, alors on a le droit de faire des erreurs dans la vie, mais si jamais effectivement le système bancaire est mis en trop grande difficulté à travers ces mesures, j'imagine qu'ils n'auront pas de mal à rétropédaler. Donc il n'y a pas de fatalité. On sera là pour en parler à ce moment-là. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Sébastien, David. président du cabinet PrimeView. Bye.